l'Institut François Mitterrand et le groupe socialiste du Sénat sont très heureux de vous accueillir pour cet hommage que nous voulions rendre à Robert Badinter pour des raisons d'amitié essentiellement et de fidélité amicale. La République lui a rendu un hommage solennel, un hommage républicain, un hommage national, place Vendôme, auquel beaucoup d'entre nous avons participé. Mais nous tenions à avoir cet hommage-là, plus amical, plus fidèle, plus complice, y compris au plan politique. Robert était un grand républicain, c'était aussi un socialiste très engagé, et beaucoup d'entre nous nous en souvenons. Robert Badinter aimait profondément le Sénat, et cette assemblée lui rendait bien. Robert Badinter ne pouvait être indifférent au Sénat où Victor Hugo, qui l'admirait tant, avait siégé. Son premier contact avec cette assemblée, il le vivra en tant que garde des Sceaux le 28 septembre 1981. Il est très exactement 15 heures. En 2016, il avait souhaité remettre aux archives du Sénat l'exemplaire corrigé de sa main du discours qu'il avait prononcé 35 ans auparavant. Lors de cette cérémonie, il souligna que l'essentiel du débat, pardonnez-moi, ne s'était pas déroulé à l'Assemblée nationale, qui était alors de gauche et acquise, mais bien ici au Sénat. Ce discours, qui nous a confié en dépôt, fut l'un des moments importants de l'histoire parlementaire de la seconde moitié du XXe siècle. Ce fut un moment politique, au sens le plus élevé du terme. Plusieurs sénateurs ont exprimé au cours de ce débat une véritable émotion et des sentiments personnels, presque intimes. Robert Badinter dit à l'issue de la discussion générale, je le cite, « J'ai entendu des propos qui traduisaient souvent des convictions, parfois aussi des émotions respectables et même profondes. Mais l'émotion réelle ne l'a pas emporté sur la réflexion et la détermination des votes. C'est la responsabilité politique qui a primé. » En 2007, il fut naturellement désigné rapporteur du projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort. L'inscription sur l'initiative du président Jacques Chirac de cette interdiction dans la Constitution ferma définitivement, j'allais dire, la porte à la peine capitale. Jusqu'à son dernier souffle, Robert Badinter continua sans relâche de se battre en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort, avec la même conviction que dans l'hémicycle de notre haute assemblée. Ce colloque est un colloque à la fois de mémoire, mais de complicité, pour dire que ce que Robert Badinter a défendu, partagé, au-delà de ses choix politiques, c'est un engagement pour la République et, j'allais dire, pour l'humanité tout entière. Robert Badinter était un homme qui avait incarné ce que l'humanité a de meilleur, l'engagement, la quête de justice, la capacité rare à transformer les idéaux en réalité. Son nom est aujourd'hui indissociable de la cause essentielle qu'il a défendue, l'abolition de la peine de mort. Ce combat, que l'on pourrait réduire à une simple question juridique, va bien au-delà. Il incarne la quête d'une justice plus humaine, plus républicaine. L'abolition de la peine capitale, pour Robert Badinter, n'était pas seulement une victoire législative, mais un acte symbolique qui interroge notre société sur ses fondamentaux. Une société qui place l'individu au cœur de ses préoccupations, qui cherche la réconciliation plutôt que la vengeance, qui aspire à l'émancipation plutôt qu'à la répression. Pour Robert Badinter, la peine de mort nie l'idée même de rédemption, elle efface la possibilité de transformation, de changement, de réinsertion dans la société. Dans sa vision humaniste, la justice ne peut être que celle qui croit en la possibilité de réhabilitation de l'individu, même après avoir commis une faute irréparable. Mais l'abolition de la peine de mort en 1981 ne fut donc pas seulement une victoire législative, elle fut donc une victoire aussi morale et philosophique. À travers cet hommage, nous célébrons la mémoire de Robert Badinter, son héritage, son combat pour une société plus humaine. Nous nous souvenons également que tout ce qu'il a accompli, il ne l'a pas fait seul, mais avec le soutien et l'énergie de toutes celles et de tous ceux qui l'ont accompagné, notamment son épouse, Elisabeth Badinter, ici présente. Cet hommage, mes chers amis, nous oblige, qui nous encourage à poursuivre avec détermination sur le chemin du progrès et de l'humanisme, finalement de l'empathie, de la bienveillance, de l'altérité, des messages forts que, par son action, Robert Badinter a incarné toute sa vie. De discours, il n'y aura pas, parce que je n'ai pas de discours à faire. Je voudrais simplement remercier l'Institut
François Mitterrand qui a pris l'initiative de rendre un hommage à mon mari. Ça a été très rapide et immédiatement chaleureux. Je voulais remercier aussi le président du Sénat, les socialistes du Sénat qui ont très vite rejoint le projet. Un hommage, c'est un honneur. Et c'est des mots qu'on n'oublie pas. Je voudrais évoquer ici un moment heureux qui fut l'histoire de ce qu'on a appelé le séminaire Badinter et le livre qui en est sorti sur la prison républicaine. Au début de 1986, j'ai reçu un coup de fil du cabinet de Robert Badinter, puis de Badinter lui-même, me faisant part de son désir de poursuivre la réflexion de Michel Foucault sur les prisons. Est-ce qu'il était possible de punir et de réinsérer? Est-ce qu'on pouvait faire une prison républicaine? À ce moment-là, il était président du Conseil constitutionnel. Il y avait aussi ce que le Robert Badinter appelle la loi d'airain des prisons. C'est-à-dire, le niveau de vie des prisonniers doit toujours être inférieur au niveau des prolétaires les plus bas. Parce que si ce n'était pas le cas, la prison deviendrait au fond enviable. Et cette idée était très ancrée dans les représentations. Par exemple, quand la prison de Fresnes, nouvelle prison, est ouverte, il y avait un robinet dans les cellules et même une tinette. Que n'a-t-on pas dit? Fresnes Palace. Et toute amélioration dans les prisons était condamnée par une partie de l'opinion. Par conséquent, le pouvoir en place, satisfaisant à cette opinion dominante, estimait qu'il n'y avait pas de progrès à faire dans le domaine des prisons. Il y avait donc là, par conséquent, une idée fondamentale. Pour changer les prisons elles-mêmes, il faut changer les mentalités. Il faut changer la manière dont les gens se représentent la peine et la prison. Robert Badinter en était profondément convaincu. Lui-même, ministre de la Justice, on le sait, avait fait beaucoup de choses pour les prisons. Par exemple, l'abolition des QHS, par exemple, l'introduction de la télévision en prison et aussi un moindre contrôle sur les correspondances. Les prisons ont donc été un souci majeur pour Robert Badinter et l'histoire du séminaire que je viens de vous raconter n'en est que l'illustration. Vouloir parler de Robert Badinter est une entreprise téméraire parce que son œuvre, depuis son inscription au barreau jusqu'à son rôle ultime de sage de la République, a été considérable et multiforme. Il a marqué d'une empreinte profonde chacune de ses fonctions et chacun de ses combats, dont certains se sont conclus victorieusement et d'autres ne cessent pas de se poursuivre. Ce que beaucoup de ses compagnons ont perçu et ressenti en cheminant et travaillant à ses côtés, c'est d'abord l'unité de la pensée et de l'action. Robert Badinter a été pleinement, dans l'ordre politique, le contemporain de François Furet, dans celui de l'histoire des idées. Il a, ce faisant, incarné le meilleur de l'esprit français, qui n'est pas identitaire mais universel. Il a, au milieu de l'inconstance des opinions et des positions, défendu avec continuité et clarté des positions puisant aux sources vives qui placent la personne humaine, sa dignité et ses droits fondamentaux au cœur de notre construction politique. Il a été, par sa parole et son action, une conscience de la République. Robert Badinter a été bien plus qu'un homme de talent et de conviction. Il a été un homme de justice et de raison, et un modèle de cohérence et d'intégrité. Tout en s'attachant à faire progresser l'état de droit et la justice, il a aussi tenu à transmettre et partager son savoir, ses réflexions et ses interrogations devant les publics les plus variés, y compris à l'École pratique des hautes études. Je voudrais me réjouir de l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir apporter mon témoignage sur
celui qui a éveillé les consciences de toute une génération et a contribué à donner ses lettres de noblesse à la chose publique. Nous étions fiers de nous inscrire dans ses pas parce que les combats que menait Robert Badinter donnaient du sens à notre engagement, parce que ce dont il s'agissait touchait à l'essentiel, la défense des valeurs universelles. J'ai eu le bonheur de côtoyer Robert Badinter assez longtemps. Nous avons passé près de 15 ans ensemble ici au Sénat. J'ai pu ainsi découvrir, au-delà du personnage officiel, au-delà du mythe qu'il ne voulait pas être, l'homme, le militant, et assez vite, je m'autorise à le dire, l'ami, exigeant mais en même temps attentif aux autres et respectueux de chacun. En octobre 1998, jeune sénateur, je choisis de siéger à la commission des lois, la plus appropriée à ma formation et à mes centres d'intérêt. Robert Badinter était, au sein de cette commission, le chef de file, le porte-parole du groupe socialiste. Vous pouvez imaginer l'effet que cela pouvait produire chez un jeune aux convictions solidement ancrées à gauche, étudiant combatif à la faculté de droit de Toulouse, de se retrouver aux côtés de celui qui inspirait autant d'espérance que de visions novatrices, rendant cohérent l'apprentissage du droit et la quête d'un monde meilleur. Dans une période où tout était sujet à débat et à controverses passionnées, nous étions suspendus aux plaidoiries et aux idées d'avant-garde lancées par Robert Badinter. Et voilà que 20 ans après, je me retrouvais avec lui dans la salle presque obscure de cette commission sénatoriale, face à d'éminents spécialistes pour confronter nos accords et nos désaccords. J'étais en train de vivre un rêve éveillé. 6 ans après, je devenais président du groupe socialiste. Et nous avons débuté là une nouvelle ère dans nos relations qui m'a amené à mieux le connaître jusqu'à partager une forme de complicité. Je présidais un groupe dont il était une figure marquante. Son expertise, la subtilité de ses démonstrations marquaient les esprits et plaçaient chacun devant le devoir de responsabilité. Certes, il n'était pas facile de le contredire, tellement il mettait d'énergie et de chaleur dans la moindre de ses interventions. Et puis à la fin, comment pouvait-on résister à ce regard lumineux qui restera toujours gravé dans notre mémoire collective? C'est peut-être la seule notation un peu différente que j'apporterai par rapport aux orateurs précédents. En permanence, Robert Badinter a été combattu, et combattu salement. Pendant qu'il était au ministère de la Justice, vous avez encore en mémoire, pour les plus anciens d'entre vous, Badinter assassin, Badinter à Moscou. Et lorsqu'il est nommé président du Conseil constitutionnel par François Mitterrand, l'une des phrases qu'il reprend dans un de ses livres, de la part d'un haut dignitaire politique, vous allez à peine le croire, c'est la nomination de Robert Badinter à la présidence du Conseil constitutionnel signifie l'abaissement de la France. C'est pourquoi, avec le recul, maintenant que, avant d'être physiquement panthéonisé, Robert est déjà panthéonisé dans nos esprits, et pas seulement les nôtres, dans l'esprit des Français et bien au-delà, je pense qu'il faut sans cesse garder en mémoire que ce combat a été en permanence un combat, avec une opinion largement hostile. Alors voilà, Robert, président du Conseil constitutionnel, il a marqué profondément cette institution, au point que, juste après son décès, nous avons décidé tous les membres, le collège, de donner son nom à la seule salle d'audience dont nous disposions. Il demeure que Robert a marqué non seulement le Conseil, mais le droit d'une façon extrêmement puissante. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque moi-même j'ai eu l'honneur d'accéder à la présidence de cette institution, le premier visiteur que j'ai tenu à recevoir avec une mention officielle dans l'agenda du Conseil constitutionnel, c'est Robert Badinter. Je termine en disant que ce qui m'a frappé, puisque nous nous voyons à peu près chaque mois avec Robert, plus il avançait en âge,
c'est le lien qu'il établissait en permanence entre le national et l'international. Non seulement parce que c'était un Européen très convaincu, mais parce qu'il sentait, et pas seulement comprenait, qu'il n'y a pas d'approche efficace et intelligente dans le monde nouveau dans lequel nous sommes de la situation nationale s'il n'y a pas une prise en compte de la dimension internationale. Badinter n'était pas forcément le socialiste le plus enragé, mais il était une figure socialiste et il donnait un sens à ce combat pour la justice. Ce que nous avons en héritage n'est pas un fardeau que nous portons ou une nostalgie que nous évoquons ou des souvenirs que nous avons en partage. Ce que nous avons reçu de celles et ceux qui ont gouverné la France, de celles et ceux qui ont participé à l'alternance, de celles et ceux qui ont voulu qu'il y ait un changement, nous devons être à la hauteur. C'est ça le message. Et Robert Badinter, il aurait pu être une personnalité à part. Il aurait pu être le grand avocat qui avait à la fois de grandes causes et aussi des affaires qui devaient être menées, de rester lui-même spectateur de ce qui se produisait. Or, il ne l'a jamais été. Il a même été candidat plusieurs fois malheureux aux élections législatives. Pour la FGDS, les plus jeunes, mais ils ne sont pas si nombreux ici, mais les plus anciens sauront de quoi il s'agit. Oui, parce que l'élection, ça fait partie aussi du combat politique. Il aurait pu donc faire son travail d'avocat, donner sa signature pour des livres ou pour des causes. Non, il s'est engagé. Il s'est engagé avec François Mitterrand, il s'est engagé dans le Parti socialiste, il s'est engagé dans les campagnes électorales, y compris présidentielles, pour devenir quoi? Robert Badinter se trouve être ministre de la Justice. Et c'est là que son combat, non pas change d'âme, mais change de dimension. Mais si l'histoire et la mémoire collective retiendront que Robert Badinter, c'est l'abolition de la peine de mort, ce serait finalement, pardon de le dire, une dimension insuffisante. Non pas que ce combat-là ne justifie pas une vie, mais il fut ce qu'on appelle un grand républicain. 54 ans, j'ai travaillé avec Robert Badinter. J'ai commencé ma vie d'avocat, car j'ai eu une vie d'avocat, auprès de Robert Badinter et de son associé Jean-Denis Brodin. C'était en 1969, j'avais donc à peine 20 ans et je le vois surtout extrêmement véloce. Il courait d'un endroit à l'autre. C'était un homme extrêmement occupé, souriant, très sportif. Et je passe cette sorte d'examen en 2 minutes parce qu'il doit me recruter ou me rejeter comme avocat collaborateur. Il m'a appris beaucoup de choses. Alors, il m'a appris d'abord le sang-froid. Parce que ce qui a été dit sur son courage, je le partage totalement. L'adversité, il a connu sous toutes ses formes. L'adversité d'avocat, l'adversité de ministre, l'adversité ensuite dans sa position de sage, ambassadeur des droits de l'homme. En réalité, entre 1995 et 2010, il a été l'ambassadeur des droits de l'homme en Europe. Donc les adversaires, il les connaissait. Il était certainement courageux et surtout ce sang-froid, c'est-à-dire cette lucidité tout à fait exceptionnelle qui n'allait de pair avec l'humour. Quand il racontait une histoire, son histoire, il terminait toujours, quand il évoquait un grand combat, avec cette phrase, et puis d'ailleurs, on s'est bien amusé. Comme si il ne fallait pas le prendre trop au sérieux. Il avait ce sens de la dérision qui était
une petite poivre sur cette vie dangereuse dans laquelle il devait s'affirmer. J'ai été le 4e directeur de cabinet. Il voulait quelqu'un qui connaissait mieux l'administration, qui serait plus à l'aise dans les relations interministérielles. Il y avait une réunion du cabinet tous les lundis matins. Quelquefois, il la manquait parce qu'il avait d'autres obligations. Et sinon, c'est lui qui la dirigeait. Donc, on évoquait les problèmes courants, l'actualité, les événements, les projets en cours. Et généralement, donc, chacun intervenait, il consultait les membres du cabinet, il tenait compte de leur avis. Il était très exigeant, on le savait, mais enfin, en même temps, extrêmement gentil, j'allais dire, extrêmement attentionné, délicat, attentif. C'était dans mon bureau qui était le poste de télévision. Et assez souvent, quand il était là en fin de journée, il arrivait à 20h pour écouter, je crois que c'était Antenne 2 à l'époque. Oui, alors à ce moment-là, on conversait. Enfin, dans la journée, on se voyait aussi. La porte s'ouvrait fréquemment entre nos deux bureaux. Parfois, il m'invitait aussi à assister à une conversation avec un visiteur. Et alors le soir, en effet, on bavardait très souvent à propos du journal télévisé, des faits du jour et du travail en cours. J'ai entendu tous les témoignages qui sont venus les uns après les autres et qui sont tous extraordinairement méritants. Il y a une dimension qui n'apparaît jamais. Tout le monde a toujours oublié un fait. C'est un seigneur et comme tous les seigneurs, si vous voulez, il a la timidité. Mais de quoi? Mais de sa générosité. On oublie que tous ces procès, il y en a eu 6. C'est du pro bono. Ça, je ne l'ai jamais entendu. Et ça m'a toujours stupéfié. Robert Badinter a défendu toutes ces personnes gratuitement. C'est, dans mon regard en tout cas, quelque chose, moi, qui me rapproche de cet homme qui a été quasiment mon second père. Il a fait tout ça gratuitement, mais que ça lui a coûté aussi, parce que ça, on oublie de le dire, son retour au cabinet. On n'acceptait plus, dans le cabinet Bredin-Pratt, que ce soit l'avocat des criminels qui reviennent prendre sa place dans ce cabinet. J'ai vécu à ce moment-là cette souffrance, mais qui était une souffrance très sentimentale, très émotive, de Robert pour ce refus qu'on lui impliquait là. Le souvenir que je garde de Robert Badinter, c'est cette fabuleuse générosité. On a parlé de bienveillance, mais il faut aller très au-delà. Je veux dire, parler de Robert Badinter, de la manière dont on a travaillé avec lui, de la manière dont on s'est comporté avec lui, ça prendrait des heures. Moi, ce que j'ai retenu, et que je retiendrai toujours de ce second père qu'il a été, c'est cette générosité totale, absolue et discrète. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait d'abord une très grande chance de savoir qu'on travaillait avec lui. Pour nous, les jeunes avocats, c'était quelque chose de formidable. On était formés par le plus grand avocat du moment. C'était extraordinaire. Et il y avait chez lui un goût formidable de la convivialité. Ceux qui ont été avocats ou qui sont avocats ici savent ce que c'est qu'un cabinet d'avocats, enfin un bon cabinet d'avocats, après 19h le soir. On se parle d'autre chose que des dossiers, on est fatigué par la journée, mais on se décharge. Et là, le personnage de Robert Badinter était formidable. Il était formidable parce que quand vous passiez devant le couloir, il avait toujours sa porte ouverte. Il disait « Ah, Jean-Yves, tiens, venez là !» C'était le prétexte de parler d'un dossier 5 minutes. Et puis après, on s'ouvrait sur la littérature, le cinéma, le théâtre, et puis des sujets un peu prime-sautiers quelquefois. Et ça, c'était des moments extraordinaires. À Troyes, la première image qui me vient de lui, je vois Robert Badinter, sa silhouette, mince, sec, dans le coin de la brasserie où nous étions, les journalistes, en train de manger, et lui, il mangeait tout seul, dans son coin. Dehors, la haine. Et ensuite, il m'est arrivé d'aller le suivre dans d'autres procès d'assises, toujours pour que des gens échappent à la peine de mort. La haine. Mais une haine, mais physique. On crachait sur Robert Badinter. La police était plutôt de connivence avec la foule. C'était redoutable. L'entrée au palais de justice de Troyes, c'était redoutable. Et partout, y compris des magistrats qui se comportaient de façon très limite avec lui. Je dirais que c'était une période exaltante,
par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de la vie politique. C'était exaltant. On était porteur d'un grand projet de changement, d'un grand projet de changement de société, projet de changement social, projet de changement économique, avec des propositions, bien sûr, dont une proposition qui était l'abolition de la peine de mort. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on était à contre-courant de l'opinion publique. Mais notre candidat François Mitterrand avait toujours été très, très porteur, très ferme sur cette question. Nous-mêmes, militants, c'était également un dossier qu'on portait depuis des années et sur lequel il n'y avait aucune ambiguïté. J'ai eu des pressions et j'en avais parlé à Robert Badinter. Il devait rester 4 ou 5 condamnés à mort dans le pays. Il y en avait un dans ma circonscription. C'était une affaire assez horrible, difficile, pas belle du tout. Et donc, l'assassin avait été condamné à mort. Et à l'époque, quand j'ai été en campagne législative, là, j'ai eu des pressions. J'ai eu des lettres anonymes, des lettres signées, des photos horribles, en me demandant de ne pas voter cette loi. Donc, il y avait des gens qui étaient là pour vous faire peur, il y avait des gens qui tenaient à ce que la peine de mort continue à exister. Ça n'a rien changé à ce que je pensais, vous imaginez bien ça. J'en avais parlé à Robert Badinter, qui m'avait reçu très gentiment et qui avait un beau sourire, m'avait dit je sais ce que c'est, ce genre de pression. Il ne m'a pas dit de ne pas m'inquiéter, je n'étais pas inquiète, mais bon, on fera avec et on continuera. Je commence par faire le souvenir de Robert Badinter et de son épouse, de la Bretagne et de l'abolition. Car le discours du 17 septembre 1981 a été préparé dans le Finistère. Il a été préparé à Cloire-Carnouët, dans le fond d'une ria et dans la maison de douanier des amis des Badinter, Paul Guimard et Françoise Goult. Et la presse publie souvent cette petite maison. Elle dit que Robert Badinter a préparé ce discours au milieu des roses et des glycines qui respiraient la Bretagne en été. Moi, j'ai vécu comme Paulette avec émotion. On avait un peu les larmes aux yeux le 17 septembre, quand Robert Badinter parlait. On se retient quand on est député, on fait attention quand on est parlementaire, mais on est ému en soi-même quand même par la force de son discours. Sa bouche parlait, mais c'est son cœur qui parlait, et son histoire à Robert Badinter. Et par contre, j'ai jamais cru que je votais une loi de liberté. Je me suis jamais dit « Ah, maintenant, je suis libre d'être guillotiné ». Non, je n'ai jamais pensé à une loi d'égalité. La guillotine était une égalité, tout le monde était exécuté de la même façon. C'est une loi de civilisation, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai relu avant de venir le discours de Victor Hugo, qui date du 15 septembre 1848. Il n'est pas sénateur à l'époque, il est député. Il ne parle pas d'égalité et de liberté. Il parle de civilisation. Et je pense que cette loi-là, c'est le plus beau terme pour moi que Robert Badinter est le militant et François Mitterrand l'artisan d'une loi de civilisation. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du courage dont avait témoigné Robert Badinter. On a fait référence à Jean Jaurès qui, en 1908, avait soutenu l'initiative du garde des Sceaux de l'époque, Aristide Briand, qui avait présenté devant l'Assemblée nationale un projet de loi d'abolition de la peine de mort, qui ne fut pas voté, il n'y a pas eu de majorité, mais le courage, en effet, il en a fallu sans doute pour certains députés socialistes, personnellement non, mais parce que l'opinion n'était pas vraiment acquise à l'idée qu'il fallait abolir la peine de mort. Et on a parlé de Philippe Séguin et de quelques autres. Jacques Chirac a voté l'abolition de la peine de mort. Michel Barnier a voté l'abolition de la peine de mort en son temps. Ils étaient une quinzaine de députés RPR sur 88 à avoir voté l'abolition de la peine de mort. C'est très subjectif ce que je vais dire, mais pour les députés de droite qui se sont opposés à cette abolition, il y avait la prise en compte de l'état de l'opinion et peut-être une absence de courage dont ont fait preuve dans leur histoire, et je suis chauvin en disant cela, bien sûr, les socialistes qui ont voté le mariage pour tous, qui ont voté la dépénalisation de l'homosexualité. Et donc, je pense que c'est là que pouvait se situer la différence entre la gauche et la droite.
Robert était un grand républicain. C'est un républicain de gauche, mais un républicain d'abord. Et moi, je suis, avec d'autres ici, beaucoup d'entre nous, convaincus qu'on ne peut pas être vraiment de gauche sans être d'abord républicain, mais certains l'oublient, ce qui fait qu'ils ne sont plus vraiment de gauche. Mais Robert a, de ce point de vue, témoigné tout au long de sa vie d'un engagement républicain qui est une sorte de modèle. Pour reprendre le propos de Bernard Poignant, c'est un historien, un agrégé d'histoire. Il a le sens des faits précis, des dates. Et Bernard a employé un mot qui m'a touché parce que je pense qu'il l'a touché justement. Il a dit que c'était une loi de civilisation. Et je pense profondément qu'il a employé le bon mot pour la bonne chose. Et au fond, Robert était un bâtisseur de civilisation et nous sommes heureux de lui avoir rendu cet hommage aujourd'hui.